dans la figure. C'est très bien. Et il fait bien chaud, c'est agréable. En plus, on sait que dehors, on aura le soleil tout à l'heure quand on va repartir. En fait, on a eu l'idée de cette table ronde en discutant avec Razette. Un jour, un beau jour, en disant « Oh tiens, un jour on fera une table ronde là-dessus » et puis il se trouve que ce parcours en est l'occasion. En fait, on confrontait toutes les deux nos expériences sur la mise en place de la gouvernance dans les structures, Fazette dans ses projets, moi dans les miens. Et en fait, on se disait ah oui, effectivement, on utilise des processus, mais en même temps, ce qui est important, c'est les personnes. Alors, est-ce qu'on part des personnes ou est-ce qu'on part des processus? Et il y a un côté où on part des personnes et on est là, on est plus dans l'empathie, dans la compréhension, dans la communication, puis on essaye de définir tous ensemble les cadres et les règles, etc. Et puis il y a un côté que moi je qualifie de plus masculin qui est, bon ben voilà, on définit, on choisit ensemble un cadre et des règles, et en fait c'est ce cadre et ces règles-là qui nous permettent de sculpter en fait notre organisation. Et on s'est dit, oh là là, mais il y a peut-être un moyen de trouver des façons de faire un peu androgynes, qui soient à la fois dans l'humain et à la fois dans ce système de règles, etc. Et c'est vrai que c'est une préoccupation dans nos métiers, c'est quelle est la place et le temps qu'on laisse aux personnes et à l'expression de chacun. On a entendu parler du temps tout à l'heure, hein, il faut le temps que les gens se fassent une culture commune, on l'a entendu dans plusieurs témoignages. Hein. Donc il y a le temps et puis en même temps, bah, c'est vrai qu'on a envie quand même d'être dans l'action assez rapidement et dans l'action juste. Voilà, donc d'où l'idée de cette table ronde avec un titre un petit peu provocateur, des processus, des cadres et des humains, point d'interrogation. Et l'idée c'était que tous ensemble, parce que les personnes qu'on a sollicitées pour témoigner, discuter, se mettent, voilà, ils ont conscience que dans la salle vous êtes tous à même d'avoir des apports sur cette question. Donc l'idée c'est qu'on fasse des allers-retours en fait entre les témoignages et puis la salle. Donc ce que je vous propose comme format, c'est qu'en fait on puisse entendre deux personnes, donc sur 5-6 minutes. Et en fait, elles vont parler comme si on avait déjà commencé la conversation depuis un moment, hein, voilà, pour essayer d'éviter les préliminaires, même si ça peut être sympathique les préliminaires. Et donc après ces deux témoignages, l'idée c'est que vous avez peut-être observé que ces chaises, elles se tournent. Hein, et c'est l'idée de faire des petits îlots en fait en vous retournant vers le rang de l'autre côté, peut-être des îlots de 3 ou 4 personnes. Et d'avoir un temps de discussion. Donc là, l'idée, c'est d'avoir 7 minutes en fait, de discussion dans ces îlots. On a déjà pratiqué ça tout à l'heure dans les cercles de témoignage. Donc en fait, il y aura 2 fois 2 intervenants, puisque malheureusement, Jean-Pierre Worms est malade, il est au fond de son lit. Voilà, et il voulait quand même absolument venir, mais voilà, il y a des moments où on ne peut pas. Et l'idée, c'est après de collecter en fait, dans vos îlots, des phrases, des interrogations, des réactions qui seront collectées. En fait, Camille, si elle est OP, est-ce qu'elle est OP, Camille? Elle notera les phrases, en fait, comme si on les aura projetées sur l'écran derrière. Et puis, il pourrait y avoir des réactions à la fois des intervenants et à la fois de la salle. Voilà. Donc, une première partie avec témoignage et puis réaction par îlot. Et une deuxième partie, on collectera les remarques dans la salle et où on réagira, on approfondira l'interaction. Et puis, donc, pour terminer, il y aura une petite clôture surprise. Voilà. Donc, je vais laisser très vite la parole à nos intervenants. Je pensais proposer d'abord la parole à Ivan. Ivan, vous avez en fait sa présentation, hein, et moi, j'ai pas mes lunettes, là, donc je vais faire... Voilà. Mais c'est lui, Ivan. Voilà. Et moi j'ai retenu une phrase d'Ivan quand on a discuté au téléphone, c'était démarrer un processus conscient de transformation individuel et collectif. Je te passe la parole. C'est pas mal ça. Bonjour à tous. Donc
moi, comme ceux qui sont là, j'en suis sûr, je tiens beaucoup à ce que vous ne soyez pas dans l'idée qu'on sait quelque chose plus que vous. On est vraiment dans l'échange et pour moi c'est important. Et très souvent, moi je suis dans des processus d'animation plutôt que de sachant. Donc surtout, ne considérez pas que ce que je dis c'est bon courage en comptant et prenez-le comme une piste d'échange et de témoignage surtout. Oui, alors effectivement, pourquoi un voyage en conscience et en transformation? Moi je rebondis sur ce que tu as dit. Et ce qui m'est venu quand tu évoquais, je ne me reconnais pas forcément dans masculin la règle et féminin le lien. Pour autant, l'équilibre à trouver dans un groupe, quel qu'il soit, entre ce qu'on pourrait appeler qui est de l'ordre de la règle, les règles du jeu, le cadre, les processus par lesquels on va avancer. Quelque part, c'est la structure qui va donner une forme, parce qu'on sait que s'il n'y a pas de structure, il n'y a pas de forme. Donc effectivement, ça c'est nécessaire. Et puis, tout de suite, effectivement, pour qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait du lien. Et on voit très bien dans toutes les organisations et dans tous les groupes, quels qu'ils soient, que ce soit des groupes citoyens, des groupes associatifs, des groupes dans le secteur public, des groupes d'entreprise, des collectifs qui n'ont pas de forme juridique, qui sont de plus en plus nombreux, à un certain moment, on va tout le temps osciller sur ce premier, et ça je le mettrai peut-être sur un axe horizontal, ce premier axe qui va être l'équilibre entre la règle et quelque part le lien. Donc la règle, souvent, on le travaille parce qu'on a des formatages intellectuels qui font qu'assez vite, s'il y a un cadre juridique, déjà ça donne un certain nombre de contraintes, parfois de liberté, mais de contraintes aussi. Et puis on cherche à édicter des règles du jeu quand on constitue un groupe, donc forcément on travaille assez. Le lien, ça dépend de la nature des groupes. Parfois, certains sentent bien qu'ils sont obligés de travailler le lien. D'autres, quand ils viennent de la culture du lien, de l'approche relationnelle, psychologique et autres, assez naturellement vont se centrer sur le lien. Mais on se rend compte assez vite, dans les groupes, quels qu'ils soient, que dès qu'on a trop de règles, effectivement, il n'y a plus de vie. Et là, on crève sous la procédure et sous la règle a dit, on a édicté, etc. Et quand il y a trop de liens, effectivement, à un certain moment, on tombe dans ce qu'on voit souvent, pas seulement dans les collectifs citoyens, pas seulement dans les groupes d'amis, pas seulement, mais aussi dans les entreprises, on tombe dans de l'affectivo-relationnel, effectivement, à un certain moment, qui devient autre chose. C'est très intéressant, mais ça devient autre chose. Donc ça, on pourrait dire que déjà, on peut mettre en tension n'importe quelle dynamique collective sur ces deux excès, mais ces deux nécessités en même temps que sont la règle et le lien. Et puis, il y a une deuxième, peut-être un deuxième axe qu'on rencontre dans tous les groupes aussi, avec là aussi des dosages extrêmement différents, qui sont, si je suis très orienté vers l'action, je veux changer les choses et pourquoi pas changer le monde, etc. Donc la seule chose qui m'intéresse, et là j'ai des souvenirs d'avoir côtoyé un certain nombre de collectifs ou associations très tournés vers l'action, transformation sociale, écologique, etc. Il faut agir, on est là pour agir, la maison brûle, etc. Donc il faut agir. On rencontre cette énergie-là beaucoup en entreprise aussi. On a des objectifs par rapport à l'entreprise dans laquelle on est, il faut agir, l'action. Bon. Alors tout ça est tout à fait intéressant et important, puisqu'on veut concrétiser les choses, on va vers l'action. Et à force d'aller vers l'action, toute tentative d'intériorisation de ce qui se passe, c'est-à-dire de se mettre un petit peu en recul et de regarder les processus entre les personnes, etc., deviennent suspects. J'ai rencontré une infinité de groupes pour qui se poser des questions sur soi, son fonctionnement, etc. C'est faire de la psychologie, voire de la psychanalyse, alors qu'on regarde simplement comment on fonctionne. La peur du psy est incroyable. Dès qu'on parle de l'intérieur de soi, c'est le psy ou je ne sais pas quoi. Donc, des groupes qui sont complètement tétanisés à la simple idée qu'ils vont se regarder fonctionner et se poser des questions sur la cohérence entre leurs pratiques et leur discours. À l'inverse, et là on est en tension, autre chose, à l'inverse, on a des groupes tout à fait fascinés par effectivement la dimension de la transformation personnelle et pourquoi pas de la transformation collective, qui prennent comme prétexte un agir, et très vite, on va se retrouver dans des groupes que moi j'appelle de thérapie de groupe. Alors la thérapie, c'est très bien, c'est remarquable, mais quand on vient pour de la thérapie, on vient pour de la thérapie. Et là, on sait pourquoi on est là. Bien souvent, parce qu'il faut qu'on s'entende absolument, il faut qu'il y ait un consensus extraordinaire, il faut qu'il y ait une harmonie entre nous incroyable. On va bien entendu éviter les conflits, parce que les conflits, c'est pas bien, on est des êtres idéaux, et donc on ne peut pas rentrer en conflit. Or, le conflit et l'apprentissage autour du conflit, plus exactement, est totalement nécessaire pour croître en maturité. Et donc, on va effectivement psychologiser la relation et faire du lien, et de la relation, et de la transformation personnelle, l'objet premier
alors que dans la plupart des collectifs auxquels je me réfère, ce n'était pas l'objet premier. L'objet premier, c'était d'avoir une action X, Y ou Z. Donc, quand on voit, et puis il y aurait d'autres tensions qu'on pourrait citer, mais ça, ce sont celles qu'on rencontre, de mon expérience et de mon témoignage, dans tous les groupes. Donc, quand on met ça en tension, et qu'on commence à se dire, wow, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, les mots qui viennent assez facilement, c'est de se dire, on met le groupe quelque part dans un voyage de transformation entre ces différentes tensions, et effectivement, le groupe va rechercher un équilibre dynamique, parce qu'un équilibre, effectivement, qui n'est pas dynamique, par définition, c'est la mort, hein, ça s'arrête et ça ne marche plus. Dynamique entre j'agis, oui, mais quand j'agis pour quoi faire, parce qu'il y a aussi beaucoup de groupes où on parle beaucoup de tas de choses, mais on ne bouge pas d'un millimètre par rapport à l'action qu'on avait prévu d'engager. Il y a ça aussi. Donc, comment j'agis concrètement par rapport à l'objectif que je me suis donné, quel qu'il soit, là, ça peut s'appliquer à n'importe quel objet, c'est ce que je suis en train d'évoquer, mais comment dans le même temps, et par rapport à mon objet et par rapport à mon intention, je cherche à aligner mes pratiques dans ma relation dans ce groupe-là. Quand on parle de pratique, on parle du pouvoir, on parle enfin, je ne vais pas tout développer, mais des thématiques comme le pouvoir, les désaccords, la relation à l'autre, l'écoute, la circulation de la parole, etc. On va y revenir, je ne vais pas tout évoquer. Voilà. Comment je mets tout ça en pratique, et comment, surtout, le groupe lui-même, en tant qu'entité consciente, et c'est là où je reviens sur le mot conscience, il y a bien à un certain moment une conscience de groupe qui s'installe, effectivement, arrive à cheminer avec tout ça. Voilà, alors voilà, je vais m'arrêter, ça fait quelques minutes. Voilà. Merci, Yvan. Je propose à Bernard-Marie de poursuivre. Bernard-Marie, j'avais noté une petite phrase toute simple, c'était toute simple et riche de sens et de travail. Poser les règles du jeu et une raison d'être. Bon. Moi, ce que je me suis laissé inspirer, je vais retomber sur ta phrase sûrement, je me suis laissé inspirer par ce que disait c'est Yvan, pour me rendre compte que il y a une question, à mon avis, primordiale, qu'il convient de poser à chaque fois qu'il y a un collectif, un ensemble de personnes qui veulent travailler ensemble. La question première à se poser, c'est de quoi s'agit-il? Est-ce qu'on a affaire à ce que j'appelle une organisation, ou est-ce qu'on a affaire à autre chose? Et je vais préciser ce que c'est qu'une organisation, parce que moi c'est vraiment le point de départ. Est-ce que on a affaire à une organisation, c'est-à-dire, dans mon vocabulaire bien sûr, hein, et on peut changer le mot, c'est pas la question, mais juste qu'on se comprenne bien, est-ce qu'on a affaire à quelque chose qui dépasse l'ensemble des personnes qui se mettent au service de cette organisation, c'est-à-dire un projet réel qui transcende, ou est-ce que c'est un prétexte, juste pour faire autre chose, et c'est une communauté? Pour faire court, de manière très caricaturale, est-ce que je suis dans un club de rencontre, dans un club de bridge, habillé changer le monde, ou habillé je sais pas quoi, ou est-ce que je suis au service d'une organisation, et là, ce que je vise, moi en tant qu'être humain au service de cette organisation, c'est de faire en sorte que cette organisation soit performante, c'est-à-dire elle manifeste le plus possible sa raison d'être, la raison pour laquelle elle existe. Les potentiels qui sont accessibles par cette organisation et pas par les autres, parce que cette organisation-là, elle est membrée, elle a les talents pour pouvoir manifester ses potentiels. C'est ça la raison d'être d'une organisation. La raison d'être d'une organisation, c'est répondre à la question, et une bien façon de le définir, c'est de répondre à la question, si cette organisation, elle s'arrête demain matin, est-ce que le monde perd quelque chose? Alors si on est dans un club de rencontres, c'est vite vu, d'accord? Donc on n'est pas dans une organisation, et en même temps, bon, j'ai une époque aujourd'hui où on a besoin, pour un tas de raisons que je ne vais pas développer, d'appartenir à des organisations de type, enfin des communautés ou des collectifs de type club de rencontres, qui sont habillés. Et très souvent, j'interviens dans pas mal d'associations, et je leur dis, est-ce que vous êtes un club de rencontre ou pas? Et les gens sortent de l'illusion, ils se disent, oui, on est un club de rencontre, et c'est pas un problème, mais ça ne se gère pas de la même manière si j'ai un club de rencontre que si je suis au service d'une organisation. Parce que si je suis au service d'une organisation, là, je me mets vraiment au service de cette organisation, je me mets au service de la raison d'être de cette organisation. Et je crois que c'est un sujet majeur, me semble, hein, pour avoir 5 enfants, etc., c'est un sujet majeur de ce que je vis dans ce que je vois des recherches des jeunes en matière de où est-ce que je. Et aujourd'hui, on est dans une dualité qui est juste affligeante, que je disais dans un des groupes, c'est juste, est-ce que
est-ce que j'accepte d'être pauvre et je vais être au service d'une organisation qui a une belle cause, ou est-ce que je vends mon âme pour gagner un peu d'argent et pouvoir m'acheter une baraque et préparer, mettre du cash de côté pour alimenter les cibles de mes enfants? À peu près le choix. Moi, ce truc-là, c'est juste pas possible quoi qu'on en reste là. Et donc, je pense que l'étape pour transcender cette dualité, c'est de passer à un autre mode de gouvernance, qui est un mode de gouvernance, et encore une fois, réservé aux organisations. Je ne parle que des organisations. Moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Il y en a, c'est les chiens, moi, c'est les organisations. C'est pas les collectifs, c'est pas les clubs de rencontre, c'est les organisations. Et donc, est-ce que c'est une organisation, un mode de gouvernance qui soit un mode de gouvernance par la raison d'être? Moi, ce que je veux, c'est fromage et dessert. C'est la raison d'être plus la performance. La performance de la raison d'être. Si je fais partie d'une association 1901 sur une belle cause, ce que je veux, c'est que toute l'énergie que je mets, quand je dis je, c'est pour ne pas parler au nous, hein, c'est juste par correction, ce que je veux, c'est que toute l'énergie que je mets dans cette organisation, elle impacte directement la raison d'être. Et la raison d'être, c'est ce qui manque. Il y a des projets magnifiques, et là je réponds à une question d'un atelier précédent, on fait un peu d'escalade là. On me posait la question, mais comment est-ce qu'on fait pour mettre en place une gouvernance par la raison d'être quand il y a des financiers, des financeurs, des patins, des couffins? Et je disais que j'étais intervenu, que je raconterais l'histoire, dont je vais la raconter dans un parti, qui est dans un parc naturel. Un parc naturel, c'est beau, enfin, c'est au service de l'environnement, enfin, il y a plein de belles choses, il y a une raison d'être, enfin je croyais. Et j'ai été appelé parce que dans ce parc naturel, donc c'est compliqué parce qu'il y était à cheval sur plusieurs régions, plusieurs départements, il y avait 192 communautés de communes, ce qui fait des organes de gouvernance en haut très complexes, avec des chiffres comme 192 membres, etc. Et ça ne fonctionnait pas. Donc c'est pour ça qu'il m'a appelé. Il m'a appelé parce que ça ne fonctionnait pas. Il y avait des tensions. Et je suis arrivé dans cette organisation et j'ai fait un truc très simple que n'importe qui peut faire. Mais pour moi, c'est extrêmement parlant. J'aurais dit, bon, de deux choses l'une. Soit ce parc naturel régional, il a une raison d'être, soit il n'en a pas. S'il n'en a pas, eh ben, c'est pas la peine de se prendre la tête, je m'en vais, je facturerai quand même ma journée, il n'y a pas de raison, je me suis déplacé, mais je m'en vais, vous n'avez aucune chance de faire quoi que ce soit. Soit il y en a une, et auquel cas, le problème c'est de gouverner par la raison d'être, parce qu'aujourd'hui, le mode de fonctionnement, c'était la région A qui disait, moi je donne tant par an, d'accord? Et donc je m'attends à ce que le parc me serve à hauteur, parce que je donne du cash, je donne tant d'argent, donc le parc c'est un outil pour moi qui doit être à mon service, c'est moi qui donne de l'argent, d'accord? Et en plus, donc, il y avait cette histoire financière qui crée une absence complète, une déconnexion complète de la réalité de la raison d'être, un. Et deux, il y avait les conflits, si vous voulez, les casquettes politiques qui se rajoutaient, parce que c'était que des élus là-dedans, évidemment, et donc il y avait les jeux politiques. Bon, c'est normal que ça ne marche pas. Donc l'exercice que j'ai fait, qui est facile, en une demi-heure, ça durait une demi-heure, j'ai fait 5 groupes, parce qu'ils étaient une trentaine, ça faisait à peu près ça, on s'en fout. Et dans chacun des groupes, j'aurais dit, vous allez discuter ensemble, savoir s'il y a une raison d'être pour ce parc naturel. Les 5 groupes ont travaillé pendant 20 minutes, une demi-heure, le temps de faire que voilà, et ils se sont rendus compte qu'il y avait une raison d'être. Évidemment, les 5 groupes ont donné 5 raisons d'être différentes, mais on s'en fout dans la formulation. Mais ce qui était important, c'est que les 5 groupes sont arrivés au fait qu'il y a une raison d'être. Et là, il s'est passé quelque chose de magique, c'est que les casquettes politiques et les conflits sont tombés nets, parce qu'ils se sont raccordés tous à la raison d'être du parc naturel. Donc, c'est ça, quand je parle de raison d'être. Et donc, du coup, ça transcende tous les problèmes de financeurs. On est au service d'une organisation, qu'on soit actionnaire, financeur ou passé par la question de nos services, comme des parents seraient au service de leur enfant sans projeter sur tu feras médecine, etc. Pour être capable de faire ça dans la durée, bon là, c'est facile, en une demi-heure, n'importe qui peut le faire. Le problème, c'est que si tu t'en vas, un mois plus tard, ça recommence. Donc la question de fond, c'est qu'est-ce qu'il faut mettre en place en termes de cadre, de règles du jeu et de processus pour que cette connexion à la raison d'être, cette connexion à l'âme de l'organisation, c'est un peu ésotérique peut-être, mais enfin à la raison d'être de l'organisation, cette connexion subsiste dans la durée. Et c'est ça. Et pour faire ça, on a besoin de règles du jeu et de processus qui nous garantissent qu'on reste connecté à cette raison d'être. Ça, j'aimerais partager. Merci. Merci beaucoup, Bernard-Marie. Donc, non, l'idée c'est que vous preniez un petit temps maintenant, et on va le prendre nous aussi entre nous. Donc en fait, on se laisse 7 minutes. Donc vous retournez par îlot et vous pouvez réagir entre vous sur ce que vous avez entendu. L'intention de cette réaction, c'est quoi? C'est déjà en fait que quand on verbalise derrière, ça nous permet de mieux intégrer ce qu'on a entendu. Et puis, tout à l'heure, donc on passera avec éventuellement des questions qui surgissent, mais vous aurez le temps de les formuler. Donc là, je vous propose juste de débriefer comme ça. C'est parti?
Non. Global, c'est que à partir du moment où je connais la valeur qui est importante pour moi dans l'organisation où je suis, que toi, tu recherches aussi les valeurs qui sont importantes pour toi et ne sont peut-être pas communes avec les miennes. Peut-être que moi c'est pour la liberté et que toi tu le fais pour le partage. S'il vous plaît. Et moi j'ai retenu une phrase de ma conversation avec Carole. C'est questionner les règles du jeu et sortir des tabous. Ah oui, c'est vrai que si on a il faut que j'appuie sur un bouton, je pense. Là, non, ça marche pas. Tout près. C'est parce que je suis pas assez près. D'accord, tout près. Alors, questionner les règles du jeu et sortir des tabous. Sortir des tabous. Ah oui, alors, j'avais envie de rebondir aussi sur des choses qu'on s'est dit entre nous. Mais sortir des tabous parce que la façon dont j'ai l'occasion de regarder les organisations m'a amené à constater, donc effectivement c'est plus pour situer des associations culturelles, voire plus spécialement en musique actuelle, donc c'est pas forcément transposable d'un secteur d'activité à l'autre, donc c'est important de le préciser. En tout cas, effectivement, ce qui m'a tout de suite surprise sur ces organisations, c'est qu'il me semblait qu'il y avait deux tabous essentiels dans ces organisations-là. En y intervenant, en les observant, j'entendais jamais parler de pouvoir. Et le deuxième tabou, c'est l'argent. Voilà. Donc, il n'y a pas. Ce sont des collectifs assez extraordinaires, hors du commun, qui sont des objets non identifiés pour nous en sciences de gestion, dans lesquels ce serait un des seuls collectifs où il n'y a pas de rapport politique dans les organisations, puisqu'on est tous des copains, qu'on a monté le projet ensemble, qu'on s'entend bien, et que donc on peut être par une autorégulation absolue, par les valeurs, par la solidarité, par tout ça. Donc ça fonctionne un temps. Ça fonctionne un temps qui est, moi, une durée que j'ai estimée de 5 à 7 ans. Puisque statistiquement, j'ai des données là-dessus sur l'ensemble des organisations que j'ai pu observer. Et puis, il se trouve qu'après, on a de l'usure, on a un peu de fatigue, on a un peu de besoins financiers qui évoluent parce que les problématiques familiales arrivent, parce que voilà. Et que tout d'un coup, quand on commence à questionner la durée de temps que je passe sur cette structure et puis mon évolution salariale, etc., eh bien, ça questionne le pourquoi. Alors, pourquoi on a fait ça ensemble? Est-ce que ce projet avait un sens et quel sens on continue à lui donner dans le temps? Et autant on peut être d'accord au départ tous pour dire on a envie de changer la société, voilà, nous on va révolutionner le monde, on va inventer des choses nouvelles, c'est extraordinaire. Autant au bout d'un moment, il y a un mécanisme d'institutionnalisation qui se met en place et puis il y a une demande propre aux salariés qui eux-mêmes, quelque part, sont assez revendicatifs sans forcément l'identifier en tant que tel, mais d'une forme de formalisation des processus. On parlait d'humain, de processus et de cadre. Et je pense qu'il y a un temps pour tout et qu'à un moment donné, il peut y avoir un temps de l'autorégulation par les valeurs et qu'il vient un temps, ce que j'ai constaté aussi, c'est que les gouvernances sont questionnées en fonction notamment de la problématique de la répartition de la compétence et de la décision et que dans une association, il y a du salariat, il y a des bénévoles, il y a de l'emploi aidé, il y a de l'intermittence, il y a tout ça. Et qu'à un moment donné, si ça peut être très satisfaisant qu'on soit ensemble parce qu'on se fait plaisir, parce qu'on va révolutionner les choses et qu'on est une bande de copains qui avons envie de révolutionner les choses et qu'on est bénévoles sur cette structure, ça peut être un modèle qui fonctionne. Mais à un moment donné, si j'ai salarié des individus, j'ai introduit dans ce modèle une relation qu'on oublie, qui est une relation, je vais me répéter par rapport à l'atelier, mais qui est une relation de subordination juridique, une relation de dépendance économique, et que ça donne le pouvoir formel à quelqu'un par rapport à quelqu'un d'autre. Et que autant on peut être pote à un moment donné, tant que tout le monde est bénévole, tout le monde est hiérarchiquement, je dirais, il n'y a pas de notion hiérarchique, autant à un moment donné où il y en a un qui se trouve en situation potentielle de subordination, ça apparaît au moment où les conflits apparaissent. Et ça, tout d'un coup, ça revient tout de suite sur le devant de la scène. Et si la gouvernance de la structure ne s'est pas questionnée par rapport à est-ce qu'il est toujours légitime que des bénévoles. J'entends parfois, moi, j'ai entendu une présidente d'association me dire non, je n'emmène pas mon administrateur à la banque, ça ne le concerne pas. Un bac plus 5 à 900 € par mois en emploi aidé, bien sûr, qui pourrait avoir comme seule valorisation le fait qu'au moins il trouve un intérêt à son travail et une forme de reconnaissance. Ça, c'est pas du budget, c'est pas de l'euro, ça coûte rien de dire tu es compétent. Je te délègue la compétence, je te délègue le pouvoir d'agir, je te délègue la décision. Donc à un moment donné, ça veut dire que ça questionne le rôle des bénévoles à l'intérieur de la structure et donc les choix politiques qui sont faits dans cette structure-là. Et donc je trouve d'autres configurations qui fonctionnent très bien, c'est quand des structures, après des crises de ce type-là, à un moment donné, sont arrivées à modifier le type de gouvernance au sein du bureau et des CA en disant
Pour nous, c'est OK maintenant, en fait, on a des gens compétents, on a des gens qui sont salariés, et on va aller jusqu'à la délégation d'un certain nombre de choses, dites formellement, délégation de décision, délégation d'action. Hein, on ne prend plus les décisions à leur place, et puis on ne fait plus que les choses intéressantes, et puis on laisserait à l'équipe salariée les trucs dont tout le monde n'a pas trop envie de s'occuper, il faut être bien clair quand même. Hein. Il peut faire la saisie comptable, mais en même temps, aller négocier avec la banque, c'est moi, président, quoi. Donc ça, à partir du moment où ça n'a pas été questionné, arrivent dans la structure des phénomènes de risques psychosociaux énormes, parce qu'on est en souffrance au travail, parce qu'à un moment donné, je n'ai pas le pouvoir d'agir, et je vous renvoie aux travaux de la clinique là-dessus, quoi. Et donc, par contre, si les structures se sont questionnées et ont mis en place un autre type de gouvernance, alors le projet redémarre, alors il se passe des choses extraordinaires. Donc, il n'y a pas une bonne configuration, il n'y a pas une seule boîte à outils, mais il y a un dialogue à instaurer. Et pour l'instaurer, il faut passer par le fait de lever ces tabous-là. Oui, on peut avoir des relations politiques entre nous, il y en a parce que je suis persuadée, ma posture est d'être persuadée quand même de la nature intrinsèquement politique des relations entre les individus et de la violence intrinsèque à chaque individu. Mais c'est un choix personnel que je vous propose, hein, évidemment qu'il n'est absolument pas partagé par la plupart. Et par contre, si on admet cette posture-là, alors il devient indispensable de réguler par la règle, et cette règle n'étant pas... Il y a une évolution entre lien et règle qui est aussi une évolution dans le temps pour la structure, qui n'est pas la même en fonction de la durée de la structure et en fonction de l'effectif de cette structure. Après, c'est la dynamique des groupes hein, qui nous explique très clairement qu'à 3, à 10, à 12, à 15, il se passe des choses différentes en termes de groupes. Il y a des clans, il y a des sous-clans, il y a des tribus, il y a des choses qui arrivent. Et donc forcément, c'est mécanique. Il n'y a pas d'effet de culpabilisation à dire « bon sang, on ne s'aime plus, à 15, on ne s'entend plus ». Non, c'est qu'à 15, on est 3 fois 5, ou à 15, on est 6 plus 6 plus 3, voilà. C'est humain, hein, et le fait de le reconnaître en tant que tel enlève cet effet culpabilisant, et en introduisant des règles, on peut vraiment relancer des dynamiques intéressantes au sein des équipes, pourvu qu'on ait accepté de dire ces choses-là, de les mettre sur la table, puis de les débattre. Donc à la fois sur la partie politique et sur la partie financière, qui est aussi toujours très délicate dans les organisations. Merci beaucoup, tu es parfaite. Dans le temps. C'est déjà 7 minutes 6 minutes, c'était 6 minutes. Oui, c'est très bien. Merci beaucoup, Carole. Et alors, je ne sais pas si on m'entend. Si, ça va, on m'entend? Non. Ça, non, ça clignote. Voilà. Quand ça clignote, c'est pas bon. Il ne faut pas passer parce que sinon, il y a la radar qui va vous attraper. Alors, en fait, c'est joli parce que dans notre petite conversation, Fazette a dit quelque chose. Elle a dit... Moi, je suis la fille qui démarre les trucs. Voilà. Donc, je vous propose de passer la parole à Fazette. J'avais préparé une autre phrase pour elle qui était mettre en place une dynamique collective dans le respect de chacun, avec confiance et audace. Merci, Marie-Christine. Alors, oui, je disais ça parce que, en les écoutant, je disais... La problématique, pour moi, je la vis différemment parce que finalement, moi, j'ai toujours participé à créer des choses qui sont des lieux, comme ce lieu où vous êtes, main-d'œuvre, des réseaux de lieux, etc. Mais j'ai plutôt été au début de quelque chose et donc je vois les choses peut-être un petit peu différentes. Et déjà, la première chose moi, auquel je pensais dès le départ, c'était qu'à un moment donné, il fallait que je parte. Voilà, c'était évident pour moi qu'il ne fallait pas que je reste trop longtemps parce que je me disais, au bout d'un moment, même si on apprend des choses et on est encore plus à l'aise, il y a peut-être quelque chose de pire à côté, c'est qu'on doit, je sais pas, prendre des habitudes sans s'en rendre compte, ou prendre des positions, tout ça. Et assez vite, je me suis dit, à un moment donné, il faudra que tu dises que tu pars, il faut le dire, parce que comme ça, tout le monde l'entend, et après, on est obligé de le faire, et on le fait. Et donc, moi, j'ai fait que ça, tout le temps. Voilà, et le premier lieu que j'ai beaucoup contribué à... Bon, j'ai beaucoup contribué à l'existence, qui s'appelle le Confort Moderne à Poitiers, donc c'était le début des années 80. Je me rappelle aussi qu'on comprenait pourquoi on avait fait ce lieu. C'est qu'à un moment donné, dans cette ville, quand on voulait organiser des concerts, des expos en première partie des concerts, des buvettes, voilà, c'était impossible. On a essayé d'utiliser les théâtres, les institutions, c'est trop compliqué. Donc on a créé des lieux qui répondaient à des choses qui avaient besoin d'exister et qui trouvaient nulle part les endroits pour exister. Et du coup, on ne savait rien faire, donc on a tout inventé, des formes de gérer les budgets, les noms de nos métiers, tout était possible puisque personne ne s'occupait trop de nous. Et j'avais l'impression, et je me rappelle qu'on se disait tous, puis on se regardait dans les yeux, puis on se disait, il ne faut jamais qu'on oublie que si ça n'a plus de raison d'être, il faut que ça s'arrête. C'était vraiment croix de bois, croix de fer.
Parce qu'on avait l'impression que, nous regardant les institutions, que la problématique, c'est qu'il y avait une obligation de continuer à exister. Je ne sais pas si vous comprenez, mais nous, à ce moment-là, on avait 20 ans, 21 ans, puis on avait l'impression que on ne se posait plus la question, quand il y avait une institution quelque part, est-ce que ça a toujours besoin d'exister ou pas? Est-ce que ça répond à des besoins urgents ou pas? Donc, moi, j'avais un peu cette problématique en tête, de me dire, il faut que les choses puissent s'arrêter à un moment donné. C'est pas grave, ça peut faire partie de la vie, que quelque chose s'arrête. Nous, on appelait ça biodégradable à l'époque, parce que le développement durable, ça n'existait pas. Et on se disait, de toute façon, ça peut donner naissance à autre chose de la même manière, parce qu'on récupérait donc des friches, comme ce lieu qui avant a une autre occupation, et se dire, mais c'est la vie, c'est qu'à un moment donné, il y a un bâtiment, il y a une entreprise, après il y a un lieu de culture, et pourquoi pas autre chose après. Puis on se disait, peut-être qu'un jour, un lieu de culture, ça peut devenir un supermarché ou autre chose. Enfin, vous voyez que ça peut changer. Et puis, on s'occupe d'art. L'idée, c'était voilà, de donner la possibilité à plein de pratiques en émergence, d'avoir des lieux pour travailler, répéter, se rencontrer, des choses amateurs, professionnelles, ce n'était pas notre problème. Et moi, il me semblait que, du coup, c'était facile de créer des structures qui bougent. Parce que c'est jamais la même chose, les pratiques artistiques, quand on veut être toujours accompagné des choses qui sont en émergence. Comme c'est jamais la même chose, c'est facile si on veut, ou alors on décide qu'on crée un cadre, et puis que c'est comme ça, puis on leur demande de rentrer dans le cadre. Mais je trouvais que c'était facile, au contraire, de se dire qu'on allait regarder ce qui arrivait vers nous, puis on crée des structures, et on faisait le contraire, on s'adaptait à ce qui venait vers nous. Et moi, je me rappelle qu'on avait fait une espèce de structure, puis il y avait les projets de passage, les projets permanents, les gens de passage, on donnait des noms à des choses, puis à un moment donné, quelque chose qui était permanent pouvait devenir passage et partir. Vous voyez, j'avais l'impression que ça nous donnait l'imaginaire pour trouver la structure, la façon de faire qui correspond à ce qui vient vers nous. Et puis c'était aussi l'idée que ces lieux, ça peut servir à d'autres. Et puis aussi, c'était la question des noms. Moi, je sais que moi, je voulais être coordinatrice, je voulais pas être directrice. Et parce que je trouvais que coordinatrice, c'était un peu... voilà, on est un peu au milieu, on s'occupe de la relation, on essaie de faire circuler les choses. Et puis surtout, ça invitait les gens à porter leurs propres projets. Et pour moi, c'était toujours la question de la fluidité. Comment une structure, ça bouge. Comment c'est vivant presque, comme des gens, mais comment ça change, ça bouge, et comment nous on change. Et je trouvais que c'était aussi un rapport différent à ce qu'on appelle compétence. Alors j'étais de plus en plus ennuyée en arrivant à main-d'œuvre, donc dans les années 2000, parce que dans les années 80, quand on crée le confort moderne, eh ben, l'équipe, je parlais avec Bertrand tout à l'heure, qui est peut-être encore là. Je me rappelle qu'il y a une fille qui arrive et qui me dit, moi, qui a 20 ans, qui a envie de faire de la musique, de faire de la programmation musique, puis elle me dit, mais moi je suis vendeuse de fruits et légumes. Et moi je trouvais ça génial parce que j'avais l'impression qu'il suffisait d'être dans la volonté et l'envie, et nous on pouvait créer la structure. Et du coup, moi ce que j'en retenais à chaque fois, c'était que on ne sait pas faire les choses. Il ne faut pas qu'on se dise qu'on sait faire les choses. Par contre, il faut regarder ce qui vient vers soi. Et par contre, si on sait pourquoi on fait les choses, on est sûr qu'on va savoir faire. Mais on ne fait jamais les choses de la même façon. Et alors, je fais un grand écart en arrivant ici à main-d'œuvre. C'est vrai qu'au bout de 20 ans, il y a ce qui n'existait pas dans ces années-là. Il y a plein de formations, etc., de managers, formations culturelles, etc. Et moi, au début, j'étais un peu démunie avec des gens... je me disais, mais en fait, ils en savent plus que moi, parce que des trucs, même des fois, je ne comprenais pas. Et j'ai fait l'expérience, en fait, de laisser à des gens qui avaient des idées qui me paraissaient pas du tout fonctionnelles, quoi, de dire, mais vas-y. Et puis, en fait, j'ai arrêté vite fait, quoi, parce que ça ne marchait pas du tout. Parce que, encore une fois, c'est parce qu'on a trop d'idées préconçues dans la tête. Et ben non, il faut qu'on ait plein de potentiel, de ressources, et puis après, en fonction de ce qui vient, eh ben, on peut réinventer tout le temps les choses. Alors, c'est peut-être pas aussi clair de vous parler comme ça, mais voilà, j'essaie de dire qu'il y a une chose où on peut être dans l'inversion de ce à quoi on est habitué. C'est-à-dire que bien sûr, on peut poser des cadres, des processus, mais il faut que ça puisse bouger, il faut que ça puisse évoluer. Et alors après, c'est vrai que je vais retourner vers Camille quand tu parlais de qui c'est qui parle toujours à la banque, parce qu'en l'occurrence, c'est vrai que c'était toujours moi au début.
peut-être que je squattais un peu, mais c'était parce que c'était tellement chaud avec la banque que vraiment, il appelait tous les jours et il fallait tenir. Et c'était une espèce de relation qui, à un moment donné, main-d'œuvre, on aurait pu être en cessation de paiement, en fait. Et c'est la relation qui a fait que ça tenait. Alors voilà, alors après c'est vrai que les générations d'après, même quand on part, j'ai bien compris que le fait de partir, ça répondait pas à tout, et je vais m'arrêter, hein, Marie-Christine, parce que le fait de partir, ça veut dire que ben, les autres, le problème il reste peut-être entier, mais c'est quand même pour donner un signe. Et par contre, c'est vrai que c'est pas toujours facile de repartir à zéro, même si moi je trouve que c'est super intéressant de partir, de redémarrer quelque chose, etc. Ouais, c'est un peu challenge au fil du temps, c'est un peu challenge parce qu'à chaque fois c'est quand même repartir sur des projets voilà, où il faut reconstruire les choses et voilà, donc c'est voilà ce que je peux mettre au partage pour l'instant de façon un peu voilà, spontanée. Merci Azette. Merci beaucoup. Donc si vous en êtes d'accord, je vous propose de... ça clignote encore? Oui, ça clignote. Voilà. Si, c'est bon. Donc ce que je vous propose, c'est de retourner dans vos îlots. Ou alors vous pouvez en changer si vous voulez. Et donc l'idée, c'est comme tout à l'heure de débriefer sur ce qui s'est passé. Simplement, l'idée, c'est d'ici 7 minutes, je vous ferai un signe. Et si on va passer en fait dans la salle avec un micro, et si vous pouvez entre vous mettre d'accord sur une question ou un point que vous avez envie de clarifier ou un apport que vous avez envie de faire, et donc on passera dans la salle pour collecter toutes les questions, tous les apports, toutes les choses que vous avez envie de faire, on les notera. Et à ce moment-là, il y aura un retour à la fois des intervenants ici et puis à la fois de vous tous intervenants dans cet après-midi. Première question. J'observe ça sur mes écrans. C'est une première discussion. Ils discutent beaucoup et fermement sur la question suivante. On discute beaucoup de la raison d'être, quel sens on lui donne, comment on la fait vivre au travers le temps et comment on fait qu'elle soit transmissible à autrui, que par toutes les populations, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes. Merci beaucoup. Ah oui, moi je réagis. On aurait les outils, c'était sur les outils. La première question, ce serait... Ouais, ça va ? Est-ce qu'on peut grossir? Donc la question de la relation du politique avec ces organisations autogérées. Donc comment étudier cette relation et notamment comment qu'il y ait une relation d'échange entre ces organisations autogérées et du politique. Et l'autre question, c'est... Est-ce qu'elle note en même temps? Regarde. Voilà. La deuxième... Je comprends pas trop, mais votre dispositif. Et la deuxième approche, c'est la question du corps, c'est ça, le biopolitique dans les structures autogérées. Et donc, ça rejoint la question donc, du mobilier, de nos postures, le fait qu'on passe de plus en plus de temps assis, immobile, devant des écrans avec juste les doigts ou un petit clic de temps en temps. Et tout ça, ça influe. Et voilà, c'est ce genre de questionnement aussi, remettre en question le dispositif, à la fois l'architecture et les postures corporelles dans lesquelles on est un peu enfermé. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'il y a une question par là, donc il faut le mettre très vite. Notre question serait, une organisation associative peut-elle opter pour une gouvernance professionnelle au sens rémunéré, sans perdre sa raison d'être et quelque part s'institutionnaliser? Tu peux répéter peut-être?
Je répète, Oui. une organisation associative peut-elle opter pour une gouvernance professionnelle sans perdre de sa raison d'être et s'institutionnaliser? Comment on prend en compte le changement, la question de la durée dans l'organisation, et comment on articule les individus et les groupes, parce que le groupe change, les individus changent, l'environnement change, comment on joue avec tout ça? N'est-elle pas une des conditions de réussite et d'évolution d'une organisation? Et on a ajouté de sa transparence. Vous aviez une remarque, une question, quelque chose? Une question par rapport à une expérience de start-up informatique concrète. Comment convaincre un président de start-up informatique de passer à l'allocratie quand il souhaite récupérer X fois sa mise en moins de 5 ans? Si vous avez la réponse, je vous amène devant le président. Ça va Camille, quand il souhaite récupérer sa mise multipliée par 5 ans? Voilà, par exemple, en 5 ans. En moins de 5 ans. Y a-t-il une équivalence réelle possible entre une entreprise créée par un manager et une organisation créée par un artiste? Et dans le prolongement, on voulait poser une question beaucoup plus personnelle aux intervenants, qui répondront ou pas selon leurs souhaits, bien sûr. La grande maîtrise intellectuelle des outils et de votre itinéraire que vous nous avez raconté pour notre plus grand intérêt, à travers ce que vous nous avez raconté, quelle est votre utopie personnelle? Il reste des questions? Oui. La notion de gouvernance, la notion même de gouvernance, très bien, ne serait-elle pas un leurre politiquement correct pour se faire croire qu'on pratique autre chose que du pouvoir, comme avant, comme au bon vieux temps? Et alors, il y a une autre question qui sera précisée si nécessaire, de plus grande envergure. Pourquoi n'aborde-t-on pas la question, enfin c'est plutôt, monsieur s'attendait à ce qu'on aborde la question de la gouvernance transorganisationnelle, au-delà des organisations, en particulier celle qui permettrait de faire émerger une politique culturelle. Voilà, oui. Et que ce ne soit pas... parce qu'on est quand même organisationnel. On est quand même beaucoup sur la gouvernance des organisations. Or, quand même, ce qui est d'actualité aujourd'hui, puisque la gouvernance des organisations, ça fait quand même très très longtemps qu'on en parle, qu'il y a des pratiques, il y a des propositions, il y a toutes sortes de choses. Mais aujourd'hui, on en est à la question de la gouvernance des politiques culturelles, hein, du local au national, à l'international et aller-retour. Comment la gouvernance prend en compte l'individu? Ne risque-t-on pas une perte de richesse? C'est une même question. La deuxième question est aussi double. Est-ce que le fait que l'argent soit tabou n'est pas un danger? Est-ce qu'on peut briser positivement le tabou de l'argent? Oui, je répète. La deuxième. Est-ce que le fait que l'argent soit tabou n'est pas un danger? Est-ce qu'on peut briser positivement le tabou de l'argent? Non, c'est bon.
Alors, il y avait Carole qui avait des propositions, des commentaires. Alors oui, j'avais repéré la question sur est-ce qu'une entreprise, une association ne risque pas de perdre sa raison d'être et de s'institutionnaliser. Je crois que tu avais posé, Pascal. La question exacte étant, une association peut-elle opter pour une gouvernance professionnelle tout en gardant sa raison d'être et ne pas s'institutionnaliser? Alors, pour répondre rapidement à ça, c'est super intéressant que tu poses la question. Alors, premier point, pour moi, on peut perdre sa raison d'être en n'étant pas vieux en termes de durée d'ancienneté de l'association. C'est-à-dire qu'on peut perdre sa raison d'être dès le départ. Je m'explique, on peut se situer en statut associatif de façon très opportuniste et dans un agir qui n'est pas un agir sociétaire tel que Saint-Saulgue le définit, qui est un agir instrumentaliste. Et auquel cas se pose pour moi la question de la cohérence entre le statut qui est choisi et les pratiques réelles qui sont adoptées. Donc pour moi, c'est pas forcément une notion historique, si tu veux. La deuxième chose, et puis ça me permet de rebondir sur ce que tu avais dit, on peut être pauvre mais avoir un sens à sa vie, et riche et vendre son âme. Moi, je pense qu'on peut être pauvre et perdre son âme, et riche et avoir quand même un sens à sa vie. Je veux dire que cette opposition-là est plus complexe. On peut avoir parfois des injonctions par rapport à des salariés qui vont être dans des salaires extrêmement faibles et pour autant eux ne se retrouvent pas dans le vécu des valeurs qui sont pourtant largement mis en avant et qui sont l'ordre de l'incantation dans certaines structures. Donc ça n'est pas pour moi un fait historique. Par contre, est-ce qu'on peut du coup perdre sa raison d'être dans l'institutionnalisation? Là encore, pour moi, le raisonnement n'est pas le fait de la raison d'être, puisque à partir du moment où il y a une durée de la structure, il est entendu, et là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, je rejoins complètement Yvan, Bernard sur ces questions-là. D'emblée, on n'est plus la même chose dès qu'on a commencé d'exister. C'est-à-dire que d'emblée, ce mécanisme d'institutionnalisation est pour moi d'abord pas forcément néfaste, voilà, c'est pas forcément pas bien. Et puis c'est une transformation. Voilà, on n'est pas pareil à 1 an, on n'est pas pareil à 5 ans, on n'est pas pareil à 12 ans, c'est humain, enfin c'est un processus de vie. Donc, et puis ce projet, et ça rejoint certaines choses qui ont été demandées aussi, ce projet finalement, même dans sa transmission, pourquoi cette question de la transmission, ce projet, il sera ce que les gens qui restent sur la structure en feront? Pourquoi c'est de vouloir mettre l'injonction qu'il faut être super innovant, qu'il faut garder l'innovation, et t'es plus dans la structure, quoi. Donc c'est ceux qui vont y être qui vont définir le projet. Voilà, donc il sera autre chose, oui, je suis complètement pour le coup, il sera autre chose. Et il sera peut-être institutionnel, mais ça répondra peut-être aux demandes et à ce que les gens sont venus chercher aussi quand ils sont venus travailler. Voilà, donc ma façon de répondre à cette question-là. Merci beaucoup, Carole. Est-ce que tu as une question à laquelle tu as envie de répondre, Bernard? Là, moi j'ai envie de... Il y en a une sur la passion, je ne sais plus quelle est la question, et puis l'utopie personnelle, ça marche bien. C'était dans les dernières, je crois. Quelle est votre utopie personnelle? Question aux intervenants. Que la passion est compatible avec une gestion technicisée. Je ne sais pas si j'ai compris la question, mais je vais quand même y répondre. Et puis je vais répondre à l'utopie en même temps. Moi, si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est juste parce que j'ai décidé un jour, j'ai vécu plein de postures et je voulais sortir des schémas de domination et en même temps je veux avoir le pouvoir. La gouvernance, le mot gouvernance, par construction, c'est la gestion du pouvoir. La question qui est derrière, c'est est-ce que... Enfin, moi, personnellement, il était hors de question que je subisse la domination d'autres et que je fasse subir à d'autres la domination sur eux. Et donc, la raison pour laquelle je suis arrivé, après avoir... toute mon expérience, je suis arrivé à me poser des questions et à découvrir l'holacratie et à faire que ça aujourd'hui, c'est parce que je voulais pouvoir être dans une organisation performante, avec une vraie raison d'être et pas un tagline marketing, une vraie raison d'être, ou même dans une cause qui soit réelle et qui soit performante, vraiment transcender ça. Je veux pouvoir avoir des espaces aériens dans lesquels je suis l'entrepreneur, je suis leader, j'ai le pouvoir dans mes rôles, et en même temps je suis suiveur par rapport aux rôles qui sont énergisés par les autres. J'ai besoin de ça, j'ai besoin d'avoir un couloir aérien, j'ai besoin d'avoir des espaces de créativité, j'ai besoin d'avoir des espaces d'initiative, j'ai besoin de me sentir bien utilisé, donc je veux que ça soit fluide, je veux avoir plusieurs rôles et je veux que ça bouge. Je veux me sentir utile, c'est-à-dire que je veux que toute l'énergie, pas 10%, je veux que toute l'énergie que je mets dans une organisation, elle soit directement incarnée, manifestée dans la raison d'être de l'organisation. C'est-à-dire que concrètement, elle se traduise en fait. Et je constate que dans beaucoup d'organisations, ça c'est vrai dans tous les secteurs, dans beaucoup d'organisations, l'énergie qui est mise, il y a très peu de cette énergie qui est mise,
il y a un effet Joule, il y a un gâchis de l'énergie dans les organisations, et financier et humain, qui ne sort pas, qui n'aboutit pas à une incarnation, une manifestation d'un potentiel futur, d'un potentiel possible, qui est juste accessible par cette organisation. Moi, c'est pour ça que c'est ça mon utopie. Et en fait, c'est pas tellement une utopie, parce que c'est ce que j'ai l'impression de vivre à AGI, et c'est mon domaine de passion, donc ça répond à ça. Et à un moment donné, donc, je suis sorti des structures, j'étais entrepreneur, j'ai créé 5 sociétés dans ma vie, je suis sorti des structures, je suis devenu autonome, indépendant, parce que je ne voyais pas comment j'allais pouvoir faire. Puis à un moment donné, waouh, j'ai vu l'holacratie, je me suis dit, yes, je vais essayer avec un autre mode de gouvernance. Donc je vis ma passion, et en même temps dans un processus hyper technicisé. Je te reconnais parce que tu étais aux ateliers d'avant, donc on sait bien de quoi on parle tous les deux. Et je vais vous faire une citation d'un ami qui est chef d'entreprise, qui a écrit récemment, qui nous a écrit récemment. L'holacratie, comment il a dit ça? C'est le cadre le plus rigide que j'ai jamais rencontré. C'est le cadre le plus rigide que j'ai jamais rencontré. Et je me suis jamais senti aussi libre. Merci Bernard-Marie. Moi je viens répondre à la question pourquoi n'aborde-t-on pas la gouvernance transorganisationnelle, la gouvernance des politiques culturelles? En fait, c'est un choix. On est parti sur ce projet-là sur... on entend quelque chose? Oui. On est parti sur ce projet-là sur la gouvernance dans les organisations. C'est volontaire parce que il y a plusieurs choses. L'idée, évidemment, il y a toute cette question des politiques culturelles, etc. Ça, c'est un sujet qu'on aborde fréquemment dans le travail qu'on fait sur les questions de culture et développement durable, puisqu'il s'agit bien, in fine, de proposer d'inventer de nouvelles façons de fonctionner au niveau des politiques culturelles, au niveau de la culture de manière générale. Donc ça, cette partie gouvernance territoriale, elle est plutôt abordée à cet endroit-là. Ici, si on voulait un peu se resserrer sur la gouvernance des organisations, même si Céline Porret, par exemple, qui était là tout à l'heure, elle parlait, elle, de la communauté urbaine de Bordeaux, donc on était bien sur la gouvernance territoriale, en fait. Mais c'était parce que, comme on travaille tous à un endroit, même si c'est parfois bénévolement ou autre, moi, on est quasiment tous impliqués dans du travail, et que donc l'idée c'était de se poser d'abord à nous-mêmes la question de nous-mêmes, comment on fait dans nos propres organisations, puisque en fait dans le secteur culturel, on a toujours tendance, moi depuis que j'y suis, ça fait quand même un bout de temps maintenant, les acteurs de la culture ont toujours tendance à reporter la responsabilité sur les collectivités de ce qui va mal, alors qu'ils oublient de regarder d'abord ce qui ne va pas très bien chez eux, et que pour moi c'est en assainissant d'abord, c'est regarde midi à ta porte, ou voilà, tu balais d'abord devant ta porte, etc. Et donc pour moi c'était qu'il y a d'abord une prise de conscience de chacun à l'endroit où on travaille, de la façon dont on peut se positionner différemment et travailler différemment. Donc c'était un choix en fait de démarrer sur cette question de gouvernance des organisations plutôt que d'être sur la gouvernance territoriale, sachant qu'il y a par exemple la Fondation pour le progrès de l'homme qui est un observatoire de la gouvernance territoriale, qu'il y a déjà des gens qui ont des spécialités là-dessus, mais nous il nous semblait que pour le secteur culturel qui va pas bien du tout, les structures culturelles, il y en a beaucoup qui vont pas bien. Est-ce que vous levez le doigt ou est-ce que vous vous étirez? On ne peut pas complètement séparer, on ne peut pas non plus séparer la réflexion sur les organisations et la réflexion sur le sens des politiques culturelles. Donc, alors je veux bien qu'à un moment donné, on peut faire des choix sur tel et tel processus, ça on est d'accord, mais c'est aussi nécessaire de relier les choses. C'est peut-être pas le lieu, mais en tout cas, le moment est nécessaire également. Oui, parce que moi, ce que j'entends aussi, c'est quand je parlais de gouvernance, parce que bon, la gouvernance des politiques culturelles, vous savez bien qu'aujourd'hui, on essaie de trouver des formes de cogénération des politiques culturelles, y compris des politiques culturelles territoriales. Hein. Donc c'est la question de la place des populations, la place du citoyen, qui ont quand même été largement évacuées dans l'histoire des politiques culturelles. Et ça interroge aussi, ça interroge à la fois
les processus de décision des politiques culturelles, territoriales et étatiques d'ailleurs, et ça interroge aussi les organisations elles-mêmes, parce que les organisations sont en crise, oui, mais elles sont aussi en crise de leur relation justement avec le terrain, avec le contexte, avec les territoires, avec les populations. Elles sont aussi en crise de ça. Alors, juste donc, voilà. Pour information, donc il y a actuellement un projet avec la Fédération nationale des collectivités pour la culture, avec un projet fin 2013, et le premier forum qu'on va organiser nous sur la gouvernance, en fait, il se situe dans ce projet-là. Donc effectivement, nous, on est entré par un morceau, mais on est en train d'aligner en fait ce projet avec d'autres et qu'il fasse qu'on puisse arriver, in fine, à aborder cette question-là. Mais voilà, j'ai bien noté aussi que c'était une question qui t'intéressait et qu'on pourrait éventuellement reprendre parce que ça demande de préciser, de regarder comment on peut amener plus facilement et en particulier les collectivités aussi autour de la table qui ne sont pas forcément très présentes par exemple aujourd'hui. Merci. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres réponses, Sylvain ? Est-ce que l'un d'entre vous a une question qui lui brûle vraiment là, dans celles qui ont été énoncées ou sur lesquelles il aimerait bien quand même qu'on puisse ? Oui. C'était quoi la question donc ? Y a-t-il une équivalence réelle possible entre une entreprise créée par un manager et une organisation créée par un artiste ? L'artiste, il a un style particulier voilà, et la plupart du temps, par exemple, le metteur en scène d'une compagnie s'éteint et la compagnie s'éteint parce que c'est pas la même chose au niveau de la transmission qu'un manager qui a créé une entreprise. Donc, est-ce qu'il y a une possible équivalence? Et à votre avis? Je me pose la question. Vous avez un avis? Il y a eu des tentatives de co-gestion de lieux par plusieurs metteurs en scène, mais c'était à partir d'un lieu. Je ne connais pas d'expérience à partir de compagnie, par exemple, de théâtre, ou alors il faut qu'il y ait plusieurs metteurs en scène, il faut qu'il y ait plusieurs styles artistiques. Mais si la compagnie elle est comment dire, caractérisée par le style d'un artiste, voilà, je sais pas. C'est pas possible. Est-ce que quelqu'un a des éléments pour éclairer la question posée donc, par votre participant? Monsieur. Alors, d'abord là et là. Oui, simplement, c'est des rôles. Hein. Donc, on n'est pas tout un artiste ou tout un manager. Bon, après, c'est important que l'artiste, s'il n'a pas les talents de manager, ben, les apprenne. Ça peut être inné, puis on peut apprendre à gérer inversement. Voilà. Je pense qu'il faut plutôt voir ça comme différents rôles à exercer. Ce qui manque peut-être, c'est que souvent, on n'a pas forcément enseigné. Il y a des pays où on enseigne la gestion aux artistes. En France, on n'enseigne pas. C'est un petit peu un handicap. Voilà, mais pas beaucoup. Mais voilà, c'est des rôles à jouer. Donc, on peut opposer l'artiste au manager. Ça peut très bien se jouer ensemble. Après, évidemment, ça dépend des responsabilités et des différents rôles qu'on joue dans l'organisation. Des travaux, etc. Moi, c'est la seule chose qui m'intéresse. C'est-à-dire que est-ce qu'une production collective comme celle-là, où on met combien, 15 questions, 16 questions, comme si ceux qui étaient en bas avaient la réponse d'ailleurs, comme si on avait la réponse. Est-ce que c'est pas ça le cœur du problème justement des systèmes de gouvernance? Et est-ce qu'on n'est pas en train de faire l'inverse de ce qu'on devrait faire? C'est-à-dire effectivement réfléchir ensemble à comment produire autre chose que des questions sur lesquelles on a déjà une partie des réponses, mais on aimerait en fait ou convaincre ou avoir un écho. Et si on veut avoir un écho, comment on pose des questions qui sont réellement des questions qui génèrent un écho? Il me semble qu'on est là au cœur, et puis après je ne serai pas long parce qu'on a un temps limité, mais on est au cœur de quand est-ce qu'on va arrêter de penser les objets différemment et simplement les vivre. Alors comme disait monsieur tout à l'heure, je ne sais pas où vous êtes, oui là-bas, les chaises, les tables, les façons de poser les questions, etc., ça induit des débats comme ceux-là, qui sont effectivement très riches, où on se dit des choses, mais on pourrait tous ensemble être infiniment meilleurs, en une demi-heure, en une heure,
dans la production d'intelligence collective pour essayer d'avancer, pour que chacun d'entre vous, au maximum, vous disiez en sortant d'ici, waouh, j'ai pas perdu mon temps. Voilà. Moi, mon seul discours, c'est celui-là. Et pour la personne qui parlait d'utopie, ben, l'utopie, c'est qu'on fasse ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, que ça devienne notre grammaire du quotidien, qu'on se pose même plus la question, que les sachants, ils se mettent au fond là-bas et ils écoutent, que les politiques, ils se mettent au fond là-bas et ils écoutent, que les gens réellement commencent à grandir en maturité émotionnelle, relationnelle, effectivement, et que l'expert, quand il a quelque chose à dire, puisse intervenir sur un travail fait par les citoyens. Voilà ce que moi je voulais dire par rapport aux questions posées. C'est le maître ignorant de Saint-Pierre. Tu veux dire un dernier mot ou ça va? Ça va. Ça va. Il y a un monsieur là-bas. Je veux rebondir, rentrer en résonance avec ce que vous venez de dire. En fait, j'ai envie d'utiliser un terme qui est très à la mode dans certains univers, qui sont notamment celui de l'informatique, c'est l'open source. Donc vous allez peut-être ouvrir les codes de vos réflexions et de vos concepts. Et aussi savoir qu'effectivement, parce que j'en ai entendu parler à droite à gauche, à propos des jeunes, etc., c'est un problème qui est récurrent. En fait, eux, ils ont une manière de fonctionner qui est peut-être plus collaborative, plus horizontale. C'est pas forcément mieux ou moins bien, mais ils partent sur ces problématiques d'autre part, parfois par en dessous, par au-dessus, et ils reviennent à ces questions-là à la fin. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils bricolent, il y a beaucoup d'expressions dans ces univers-là, do it yourself, hacking, donc hacking c'est faire sauter les structures ou les détourner de manière qui peut être touristique, artistique ou intellectuelle, peu importe. Et ensuite, on fait des choses à plusieurs, on ne sait pas trop ce qu'on fait, puis après on réinvente petit à petit de nouvelles formes, et qui, ce qui est intéressant, rencontre en partie les problématiques que vous exposez. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y avait, je crois, un Barcamp sur ces sujets. Barcamp qui est aussi un format qui se développe beaucoup, que je connais bien, et qui est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, mais de manière plus horizontale, où tout le monde s'inscrit aussi par Internet, et on se retrouve dans des ateliers où, en fait, le matin, on arrive, on met les sujets. C'est un peu comme les forums ouverts. Et puis, ça tweet en même temps, ça discute en ligne, etc. Donc, je veux dire... quelque chose qui ne soit pas forcément une discussion uniquement basée sur les concepts que vous connaissez bien et les usages que vous connaissez en essayant de les rénover, etc. Et justement, éventuellement, d'ouvrir les codes. Et notamment sur la question de la représentation, il y a des choses comme l'OpenGov, il y a aussi le Parti Pirate. Enfin, il y a pas mal de choses qui se passent aussi autour de nous et qui peuvent se mélanger avec ce qu'on est en train de faire aujourd'hui et qui permettra peut-être de revitaliser toute cette discussion aussi. Voilà. Merci, donc ça fait la transition avec le forum ouvert, donc où ce sera nous tous les participants qui feront l'ordre du jour. Pour compléter par rapport aux intervenants, mon utopie, c'est de dire qu'aucun projet, qu'il soit marchand, industriel, agroalimentaire ou culturel, ne justifie qu'il y ait des humains qui soient sacrifiés sur l'autel du projet culturel. Voilà, donc en fait, Béatrice, elle a fait l'abeille toute la journée et elle va juste nous partager comme ça des phrases, des pensées. Oui, en quelques mots pour terminer. Alors j'ai fait l'abeille, j'étais dans des endroits, dans des alvéoles de cette ruche que j'ai vu fonctionner comme ça pendant 3 ou 4 heures. C'est marrant de passer d'un endroit à l'autre avec le gymnase plongé dans le noir et puis un cercle de lumière au milieu, et quelqu'un parle, une attention, une présence à la parole très très perceptible. D'autres endroits pleins de lumière, près des vitres, et aussi cette même présence, cette même qualité d'être là avec les autres. Hormis ça, j'ai fait un peu de micro-trottoir, et même spontanément, des personnes qui partaient un peu avant l'heure m'ont dit « Ah ben, en tout cas, je pars avec ça ». Alors je me suis dit « Ça, c'est un angle. Avec quoi partent-ils » Alors j'ai fait la moisson, je vous la livre, elle correspond peut-être à votre moisson à vous. En tout cas, pour moi, elle a du sens. Alors, c'est surtout sur les façons de faire, puisque le titre aujourd'hui, c'était « Transformons nos pratiques », je ne me trompe pas. Alors, transformons nos pratiques, ça commence, c'est ce qu'on m'a dit, en tout cas, par ce tour d'inclusion que Bernard Marie nous a proposé tout à l'heure. Tour d'inclusion, je ne sais pas si ça a été une expérience pour tout le monde. Ben, si ce n'est pas le cas, je ne vais pas vous le raconter maintenant. Demandez à ceux de la salle qui savent ce que c'est. Toujours commencer une réunion par un tour d'inclusion, ça change tout. Deuxième
élément de la moisson, c'est ce fameux ordre du jour sur lesquels on se prend la tête 15 jours à l'avance. Ça veut dire que 15 jours plus tard, ils sont totalement éventés. Alors, l'ordre du jour, c'est un mot, et ça se fait en quelques minutes, une poignée de minutes au début de n'importe quelle réunion. On est toujours dans la transformation des pratiques, là. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Et puis alors, cette pratique de se mettre plutôt en cercle qu'en rang comme à l'école. Alors, ça a été une évidence dans toutes les configurations aujourd'hui. Je crois qu'il y a pas mal de personnes qui ont décidé de faire cela, de le reproduire là où ils œuvrent, avec, alors que ce soit des organisations avec une raison d'être ou bien des clubs de rencontres, en rond, c'est mieux. Alors, autre chose qui semble avoir retenu les suffrages, c'est le fait, après un témoignage, comme ça s'est passé à plusieurs reprises tout à l'heure, d'échanger avec mon voisin. Ah oui, qu'est-ce que j'ai compris? Ah oui, c'est intéressant. Ah oui, mais tu penses vraiment? Ah, et moi aussi. Voilà, cet échange en binôme qui fait que, alors ça c'est de mon cru, on se rend compte de ce qu'on ne savait pas qu'on savait déjà. Hein, on ne savait pas, mais en s'entendant le dire, on se rend compte qu'on le sait déjà. Bon, et pour les questions, c'est l'épisode que nous venons de vivre, c'est discuter entre nous après une intervention, en écho à une intervention. Donc ça, c'est certainement la dernière, enfin parmi celles que j'ai engrangées et que j'ai entendues, la dernière des pratiques à souligner, si on veut changer nos pratiques, c'est de toute façon, tout le monde a beaucoup de choses à dire. La preuve, on ne pouvait pas arrêter cette séquence. Donc ne pas imaginer que c'est parce qu'on a entendu des gens, évidemment, parler de façon fort intéressante, que l'affaire est close. L'affaire ne fait que commencer. Vous aviez tous beaucoup à dire, et on a tous beaucoup à dire, et dans les endroits où vous menez les réunions, pensez-y, ils ont tous beaucoup à dire. Si vous ne leur donnez pas un espace, avec évidemment la consigne d'élaborer une proposition, les questions vont arriver d'une façon beaucoup plus agressive et beaucoup plus masquée, parce que les questions, la plupart du temps, c'est pour mettre mal à l'aise l'orateur, ou bien pour montrer qu'on est là. Dans les grandes salles, on connaît tous ça, hein, les colloques. La première question, c'est machin qui demande le micro. Le premier, en général, c'est un spécialiste, on le connaît. J'existe. Alors, la question, on s'en fiche. Voilà. Question, c'est la question alibi. Alors, deuxième modalité de la question, c'est je vais, par ma question, montrer à l'orateur sur la scène que j'en sais à peu près aussi long que lui. Ça, c'est le deuxième mode de question. Le troisième mode de question, il est plus subtil, il faut connaître un peu la salle, c'est je vais poser une question, ou plutôt faire une affirmation ou déguiser en question, pour répondre à machin qui est là-bas dans la salle, que je connais très bien et qui va très bien se reconnaître, pour lui dire, tu vois, c'est moi qui ai le micro maintenant. Voilà. Donc ça, c'est les fausses questions. Les vraies questions, et c'est celles-là qui feront avancer nos pratiques. C'est notre capacité à élaborer ensemble, en petits groupes, une question qui reprendra, alors pas fidèlement ce que moi exactement j'ai envie de dire, mais ce que notre petit groupe a fait émerger, que nous avons en commun là maintenant, et qui peut formaliser et être mis au pot commun pour la construction de ce à quoi notre question va servir. Donc ça, c'est la raison d'être, c'est encore autre chose. Voilà, c'est les cinq outils pour transformer nos pratiques. C'est pas moi qui les ai inventés, j'en suis une fervente promotrice. Oui. Bon, la promotrice. J'en suis fortement promoteur. Je vous engage. je vous engage à les emporter. Et il y a le niveau au-delà de faire de nos lieux de délibération des endroits où il se passe vraiment quelque chose de juste. Et je reprends un peu le droit fil de ce que Ivan disait tout à l'heure. C'est dans ces endroits-là, des petits groupes, que nous élaborons les nouveaux outils de la démocratie. Notre démocratie qui est tellement en panne, nous comme citoyens qui sommes si nombreux à être tellement frustrés de voir le spectacle de la vie autour de nous,
Ça commence par des petits groupes qui inventent de nouveaux possibles. Et ces petits groupes, ça peut être les vôtres, si vous y mettez votre patte, et si on réapprend ensemble à élaborer des propositions avec lesquelles, même si ce n'est pas mot à mot ce que j'ai dit, je sais que j'ai apporté ma contribution, que je l'ai maillée avec celle des autres. Et c'est à partir de là qu'on peut continuer à construire cette démocratie défaillante. Et c'est ça les nouveaux outils de la démocratie. Merci. Merci, bravo, ben, bravo nous tous. Donc juste pour, comme on a dit que c'était le commencement ici, donc c'est le premier rendez-vous, donc on rappelle qu'il y a le forum ouvert le 30 novembre, ça sera également à main-d'œuvre, donc n'hésitez pas à vous inscrire parce qu'il y a des places limitées, donc voilà, si vous voulez vous pouvez envoyer un petit mail à reza@main-d'oeuvre.org. Voilà, de toute façon on fera encore circuler l'information. Et puis aussi pour redire qu'il y a beaucoup de documentation qui a été faite aujourd'hui et que tout ça va être sur le site espacegouvernance.org. Donc c'est vraiment l'idée de capitaliser, donc un peu ce qu'on disait l'intelligence collective tout à l'heure. Il n'y a pas qu'une personne qui a l'idée magique ou quoi que ce soit, c'est tous, on a tous plein d'idées. Et vous êtes aussi invités à participer à cet espace gouvernance. Si vous avez des idées, des ressources ou dans les jours à venir, vous participez à des réunions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas aussi à envoyer un mail. Comme ça, on peut continuer à capitaliser toute cette richesse que vous avez, vous aussi, dans vos organisations. Voilà. Voilà, merci pour toutes les questions. On va peut-être les retravailler, les mettre en forme et ça nous fera de la matière. On le mettra en lien avec le forum. Donc, c'est une première étape. Merci beaucoup.